Nemo, attrape! Il banda sa volonté au maximum. Des racines, puis un tronc très fin coiffé de 2 larges feuilles vertes s'épanouit depuis le sol à ses pieds. Mais il était déjà trop tard. Il reçut la bulle en plein visage et tomba en arrière. Koda éclata de rire, pour la 12e fois de la matinée au bas mot. Nemo, bien qu'un peu vexé, l'imita bon gré mal gré. Des bras fit à mou. « Rien à faire, tu es trop lent, nota-t-elle. » Puis le voyant un peu vexé, elle corrigea d'un ton radouci. « Enfin, c'est ton ça qui est trop lent. La terre, ça se manipule avec de l'inertie, on dirait. » Un peu rasséréné, Nemo se remit sur pied. « Allez, on essaye à nouveau. J'ai peut-être une autre idée. » Rien ne subsistait de leur petite altercation qui remontait déjà à plusieurs jours. Dès le lendemain, Nemo avait constaté à quel point le chantier avait avancé en son absence. Tapter, lui avait expliqué des bras, s'était révélé un atout précieux pour aplanir le sol, assurant au groupe, même amputé d'un membre, une avancée rapide et régulière. Le jardinier avait décrété qu'il n'avait plus assez de boissiers, réclamé du temps pour en forger et réquisitionner les outils jusqu'à nouvel ordre. Des bras particulièrement doués pour attiser les flammes l'aidaient à l'occasion, et Koda s'était mis en tête tout seul d'entraîner Nemo à exercer ses nouveaux dons. Tout le monde avait trouvé l'idée excellente, du moins au début. L'entraînement favori de Koda, une sorte de duel de western, n'avait encore jamais tourné à l'avantage de Nemo. Ce dernier avait bien progressé, mais restait d'une lenteur affligeante comparé à ses amis. « On en est à combien, vieux ? 74-0 ?» Nemo prit l'encouragement caché derrière, mais ne réagit pas à la moquerie. Il se tint bien droit, les jambes écartées pour abaisser son centre de gravité et être le plus stable possible. Puis il ferma les yeux et écouta la terre de toutes ses forces, oubliant tout ce qui l'entourait. Quand Debra le jugea prêt, elle donna le signal. « Allez-y !» Avec des contractions, Koda leva le bras et se mit en mouvement comme un chef d'orchestre. Des gouttelettes d'eau jaillirent du sol de toutes les directions et s'assemblèrent pour former une grosse bulle en suspension au-dessus de lui. Au contact de l'humidité, l'air environnant se mit à son tour à générer des gouttes qui s'agglomérèrent en une masse de plus en plus dense, de plus en plus compacte. Quand il sembla satisfait, il leva haut le bras à la manière d'un tennisman prêt au service. La sphère cessa soudain de flotter pour l'accompagner, prête à s'abattre en un ace ravageur. « C'est parti mon pote, je t'envoie la balle de 75, j'espère que tu es prêt !» Nemo venait d'ouvrir les yeux, lui faisant face avec une assurance nouvelle, une détermination étonnante qui désarçonna Koda un instant. Il vit Nemo s'accroupir et poser calmement la main au sol, bien à plat. Koda se reprit, banda ses muscles, prêt à expédier la bulle à toute vitesse. Il en fut incapable. Une racine épaisse surgit soudain du sol et s'enroula étroitement autour de son bras, qui resta bloqué en l'air, incapable de bouger du moindre centimètre. Il en fut hébété un instant, avec l'air d'un élève ahuri qui oublie de baisser la main après être intervenu en classe. Le sourire satisfait de Nemo devint carnassier l'espace d'un instant. « Un souci, Koda ? Dis, c'est pas pour te commander, mais je pense que tu devrais faire gaffe à tes pieds. » Et en effet, 2 nouvelles racines épaisses et vivaces venaient de jaillir du sol entre les jambes de Koda, s'enroulant autour de ses appuis. Il trébucha et tomba à la renverse. La bulle d'eau resta en suspension, puis lui retomba sur la tête, avec un splosh sonore qui précéda le silence. Celui-ci fut vite rompu par un hurlement de rire. Des bras étaient littéralement pliés en 2, au sol, se tenant les côtes d'une manière incroyablement enfantine. « Ta tête, Koda, tu devrais voir ta tête !» Celui-ci prit un air bougon qui s'effaça rapidement quand Nemo s'approcha avant de lui tendre la main d'un geste amical. 74-1. Merci de m'aider à progresser. Koda prit appui sur sa main pour se relever, un sourire faussement fâché sur le visage. C'était un joli coup, mais il ne marchera plus. Allez, on s'y remet. 10 jours plus tard, Nemo faisait jaillir des racines vigoureuses avec vivacité et facilité. Il pouvait modeler la terre sans la toucher, commander au sable et aux pierres à condition qu'elles ne soient pas trop lourdes, et même faire trembler le sol dans une zone réduite s'il s'en était aperçu, dans un moment de colère passagère, mais n'avait pas trop souhaité s'y exercer. Il fit bientôt jeu égal avec Koda et leur duel était de plus en plus long, de plus en plus complexe, de plus en plus impressionnant à regarder. Debra, qui battait son frère jumeau presque à chaque fois, se mêla bientôt à l'exercice et donna beaucoup de fil à retordre à Nemo.
Moins inventive, elle compensait par une vitesse d'exécution largement supérieure. Le vent lui obéissait au doigt et à l'œil, lui assurant une attaque extraordinaire, mais surtout une défense presque impénétrable. Et plus important, elle disposait de connaissances supérieures, comme celles qui lui permettaient de générer des éclairs, sa botte secrète. Nemo décida de l'imiter en étudiant la Terre grâce à la quantité non négligeable de livres qui emplissaient la maison du jardinier et dont une certaine proportion traitait de questions agricoles. Quand ce dernier, un soir, les prévint que le temps était venu de reprendre les travaux d'irrigation, Nemo était capable de tenir tête à Debra et même de gagner contre elle une fois sur 4 ou 5, dès lors qu'elle ne décidait pas d'y aller à fond d'entrée. Il avait fait d'énormes progrès. Ils en avaient fait tous les trois, mais surtout, il s'était énormément amusé. Le travail reprit avec motivation dans une ambiance joyeuse et optimiste. Le jardinier livrait des tronçons de boissier chaque soir. Au matin, Debra les emportait, les découpait à l'aide de tranches-flammes et les répartissait. Nemo aplanissait le sol à l'aide de tape-terre et de ses nouvelles capacités, choisissait où fixer chaque morceau entre les 3 canaux de plus en plus éloignés les uns des autres. Koda, enfin, à l'aide de sa pince et sporadiquement du jardinier, s'assurait de la bonne tenue de l'ensemble, de l'écoulement de l'eau et de l'absence de fuite. Le bras principal devait relier le lac de Belle Étoile au grand bulbe central, tout comme la canalisation d'origine. Le second bras traversait la forêt sur une distance bien plus longue pour irriguer les racines de l'arbre. Le troisième, enfin, allait tortueux dans les zones reculées jusqu'au feu de camp principal des Scorpiros. Si les autres consciemment ou non négligeaient un peu ce troisième bras, Nemo aimait s'y attarder quand il travaillait dessus. Il se surprenait à respirer lentement, à sentir les vibrations du sol pour identifier combien d'individus il pouvait percevoir et à quelle distance. Quand il en croisait un, et cela lui arrivait bien plus fréquemment qu'aux autres, il le saluait d'un mélange de sifflements et de crachotements que le Scorpiro ne manquait jamais de lui rendre en levant une pince avec un regard amical, voire reconnaissant. Il le savait, les Scorpiros sentaient toujours Axine en lui. Lui-même la sentait à l'occasion, en particulier le soir, quand Koda dormait et qu'il s'allongeait à son tour, silencieusement, dans le hamac jaune canari. Ils se parlaient comme on se parle à soi-même, de tout et de rien, de souvenirs et d'espoir. Axine faisait partie de lui et il avait appris à l'aimer. Et plus il l'aimait, plus il se confondait avec elle. Plus il la sentait somnoler au fond de lui. Au début, il lui présentait ses excuses à chacun de leurs échanges. Peu à peu, il remplaça les excuses par des remerciements. Et bientôt, elle fit trop profondément partie de lui pour que leur dialogue soit aussi verbeux. Il était Nemo, il était Axine, et les choses lui convenaient ainsi. Les Scorpiros, reboostés par les fruits qui poussaient désormais en abondance dans leur secteur, regagnèrent en organisation et en efficacité. Certains, parmi les plus habiles, apprirent à aider les humains avec leurs pinces souples et tranchantes. La canalisation qui reliait le lac de Belle Étoile à l'arbre que Nemo avait ressuscité au feu de camp principal fut la première achevée. Pour l'occasion, ils restèrent une nuit entière sur place et festoyèrent de fruits et de nectar fermenté tous ensemble. À cette occasion, Tranche-Flamme retrouva le Scorpiro qu'elle avait blessé, son entaille cautérisée en travers du visage le rendant aisément reconnaissable. Ce dernier accepta ses excuses, et après avoir ingurgité de grandes quantités de nectar fermenté, ils disparurent tous deux dans l'obscurité de la forêt. Tranche-Flamme ne réapparut que le lendemain, plus prolixe et jovial que jamais, l'œil métallique désormais barré d'une rayure droite et profonde. Debra sympathisa avec les Scorpiros avec une étonnante facilité, en particulier avec la matriarche Théna, qui la traita d'entrée avec une grande révérence. Toutes deux passèrent une longue partie de la soirée dans leur coin, à discuter et à rire avec des airs de conspiratrices. Une grande chouette brune finit même par se poser entre elles et sembla prendre part à l'échange, dans lequel les rires fusaient de plus en plus à mesure que le nectar fermenté diminuait. Nemo avait repris l'habitude d'inspecter les travaux finis depuis la chambre de la vigie. Il en maîtrisait désormais parfaitement la capacité de vision et avait cessé depuis longtemps d'y compter les jours écoulés. D'ailleurs, le bois avait au fait d'effacer ses entailles précédentes. Il était à nouveau lisse, comme si rien ne s'était jamais passé. Chaque soir, Nemo s'y rendait, seul ou accompagné, et contemplait l'avancement.
Les canalisations s'étendaient, et avec elles, les arbustes se multipliaient. Le noir devenait brun, le brun devenait ocre, l'ocre devenait vert, le vert s'éclaircissait. Avec l'aide des Scorpiros désormais formés, menés par celui qui avait le visage balafré, leur rythme augmenta encore, et la plus longue des canalisations fut bientôt achevée, par un tronçon qui reliait le lac à l'intérieur même de l'arbre. Elle était si longue qu'il fallut presque une journée entière à Koda pour en vérifier la totalité, s'assurant que l'eau du lac de Belle Étoile y entrait avec fluidité et circulait jusqu'au bout, en irriguant l'ensemble du parcours sans le moindre accroc ni la moindre fuite. Quand ce fut fait, tous les Scorpiros quittèrent exceptionnellement leur camp habituel. Le jardinier fit un très grand feu au pied de l'arbre avec le bois mort collecté par tous au cours de la journée, et ils festoyèrent à nouveau, tous ensemble. Téna, Debra et la chouette solidifièrent leur complicité naissante. Koda amusa les Scorpiros, en particulier les plus jeunes, en faisant étalage de sa maîtrise de l'eau au cours d'un remarquable spectacle de théâtre à queue improvisé. Le jardinier, que tous les Scorpiros respectaient déjà beaucoup, vint avec son guitare et nombreux furent les volontaires pour l'accompagner, tapant les arbres de leur queue pour faire des percussions, ou pinçant des lianes pour produire d'étranges mélodies vibrantes. Nemo pouvait parler à tout le monde. Il restait suffisamment d'Axine en lui pour comprendre le langage des Scorpiros. Il passait de groupe en groupe pour adresser un mot à chacun, demandait à la terre de nourrir les arbres quand les fruits venaient à manquer. Il emmena même un petit groupe de volontaires au sommet de l'arbre pour leur montrer la chambre de la vigie, qui les laissa mutiques, impressionnés. Quand tous commencèrent à s'endormir, il se glissa jusqu'à Debra, et ils passèrent une longue partie de la nuit, seul à discuter, à rire, à se taquiner, à se féliciter, à se rassurer, à s'admirer. Elle s'était laissée grandir encore un peu, au point de paraître légèrement plus âgée que lui, et plus belle que jamais, ses grands yeux clairs brillant dans la nuit, ses cheveux presque blancs flottant au gré des vents qu'elle commandait. Lui-même s'était laissé grandir en un sens. Il ne l'aurait pas forcément remarqué en passant devant un miroir, mais il n'était plus le même. Axine vivait au fond de lui, la terre lui parlait, et il savait désormais écouter. Il était devenu plus fort, plus calme, plus sage. Elle ne le voyait plus comme l'adolescent perdu qui était venu les chercher au village des Figurgents, à une époque qui leur semblait à tous deux déjà lointaine. Elle ne le voyait plus non plus comme l'enfant plaintif et capricieux qu'elle avait parfois connu et qu'elle avait décidé, d'une certaine manière, de protéger. Quand les premières lueurs de l'aube apparurent, ils s'étaient endormis, l'un contre l'autre, à moitié enlacés, sous l'œil attendri de la chouette, qui s'était posée sans bruit au-dessus d'eux. Nemo souriait. L'odeur de Debra lui rappelait l'herbe fraîche, le feu de bois et le santal.